Bonsoir mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. La CENI a annoncé ce vendredi qu'elle commencerait à publier le premier résultat des élections législatives des circonscriptions des Massimanimba et Yakoma dès la soirée du dimanche 15 décembre. Cette information a été confirmée par Denis Kadima et puis le complexe sportif Tata Raphaël de Kinshasa est sur le point de changer de nom. À partir du 30 octobre 2025, il pourrait être officiellement rebaptisé Stade Ali Foreman, un hommage au légendaire combat de boxe qui a eu lieu en 1974. Vous suivrez dans ce journal le ministre du Tourisme Didier Mpambia. Mesdames et messieurs, bonsoir. 784 individus ont été pris dans le filet de la police dans les cadres de l'opération Ndobo lancée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Déclaration faite par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières lors d'un briefing tenu jeudi sur la lutte contre le banditisme urbain et mesures de sécurité prises par les gouvernements congolais. Les reportages avec Esther Amici. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Le gouvernement congolais est décidé de passer à la vitesse supérieure pour mettre fin au banditisme urbain qui perturbe la vie sociale des paisibles citoyens. Pour ce faire, il a décidé de déclencher 3 actions phares de l'opération Ndobo qui consiste à localiser, maîtriser et remettre ces bandits communément appelés Kuluna entre les mains de la justice. Nous avons dénommé cette opération Ndobo, qui est une opération qui consiste principalement à maîtriser, mettre la main sur les bandes de criminels qui sont à la base de ce fléau, les maîtriser, les neutraliser et les mettre à la disposition de la police. Alors c'est une opération qui se déroule aujourd'hui à Kinshasa, et je peux aussi informer l'opinion qu'au niveau du gouvernement et avec le Conseil supérieur de la justice, nous venons de mettre en place aussi notre commission technique qui travaille sur la duplication de la deuxième phase de ces opérations, qui est une phase juridictionnelle, parce que tous ces criminels que nous sommes en train de neutraliser et maîtriser, nous les mettons à la disposition de la justice. Nous sommes en train de le faire ici à Kinshasa à travers des audiences foraines, et nous allons très bientôt nous déployer dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire à Lubumbashi, à Goma, à Matadi, à Mbandaka, à Kisangani, des villes qui sont identifiées par le commandement de la police nationale comme des villes où le taux de criminalité est inquiétant et nécessite une action gouvernementale forte. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a indiqué que le taux de criminalité est inquiétant et nécessite une action d'envergure. Et puis le complexe sportif Tata Raphaël de Kinshasa est sur le point de changer de nom à partir du 30 octobre 2025. Il pourrait être officiellement rebaptisé Stade Ali Foreman en hommage au légendaire combat de boxe qui a eu lieu en 1974. Le ministre du Tourisme Didier Mpambia salue la proposition et présente les gains que le pays y tirerait du point de vue touristique. Les détails en images. Monsieur le maire de Houston, Monsieur le ministre des Sports et Loisirs de la RDC, Mesdames et Messieurs distingués invités, Monsieur Deo Kassongo, la famille Ali et la famille Foreman, c'est avec une immense fierté et une profonde émotion que nous nous réunissons pour célébrer un événement qui a non seulement marqué l'histoire du sport, mais aussi celle de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Il y a 50 ans, Kinshasa a été le théâtre d'un affrontement légendaire qui a transcendé les frontières du ring, le Rumble in the Jungle, entre 2 titans de la boxe, Mohamed Ali et George Foreman. Le tourisme vers le Zaïre, ancienne appellation de notre pays, a connu une ascension exponentielle. Ce combat,
au-delà de son enjeu sportif, représentait un symbole de résilience, de détermination et de gloire. Il a mis notre pays sous les projecteurs du monde, attirant l'attention des médias, des passionnés de sport et des curieux. Kinshasa était devenu le centre névralgique du sport et de la culture, un carrefour où l'espoir et la bravoure ont trouvé leur écho. En rendant hommage à cet événement emblématique, je salue la proposition de renommer le stade où a eu lieu ce combat historique en stade Ali Forman. Ce geste ne sera pas seulement une manière de célébrer deux légendes, mais aussi de renforcer notre identité culturelle et de promouvoir notre patrimoine sportif. Le complexe, quant à lui, continuera à porter le nom de Tata Raphaël en hommage à cet homme qui a tant fait pour le sport de notre pays. D'un point de vue touristique, ce changement de nom pourrait avoir des retombées significatives pour notre pays. Imaginez des visiteurs du monde entier venant à Kinshasa pour se recueillir sur un lieu où l'histoire s'est écrite, pour revivre l'excitation de ce combat. Et puis à l'Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbai, salue les discours réalistes et sans ambiguïté basés sur les différentes réalisations dans les 4 coins du pays. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a donné l'espoir à son peuple et la possibilité de croire en une RDC capable de pouvoir aux besoins de ses concitoyens, a-t-il fait savoir. On l'écoute au micro de Dan Zenga. Un discours clair, sans ambiguïté, qui s'est axé sur de réalisation et de faits concrets. Ce n'est plus un discours de projection, l'énumération concrète de ce qui a été fait, de ce qui est en train d'être fait en réalité, et de ce qui a réjoui, ce qui a émerveillé la salle. Vous avez entendu à maintes reprises le chef de l'État revenir sur le fait, rappeler que c'est la première fois que ceci s'est fait au pays. C'est la première fois parce que beaucoup de ces choses qui ont été faites et qui ont été énumérées ici sont évidemment de l'ordre de ce qui est fait pour la première fois depuis que nous sommes au Congo. C'est ces routes qui ouvrent le Congo à son intégration globale de l'intérieur d'abord. C'est ces routes qui ouvrent le Congo à son intégration dans la région et à la possibilité qu'il devienne ce pays le plus attrayant, comme nous l'avons toujours rêvé. C'est ces réalisations diplomatiques que l'on voit, c'est cet engagement à sécuriser tout le monde, à donner de la vie, la santé, la scolarité et la formation à tous les Congolais. C'est aussi cette volonté de replacer le Congo sur la scène internationale comme pays solution, comme pays espoir, pays sur lequel les autres peuvent compter parce que nous ne sommes plus que ce pays qui va commander, et c'est un pays vers qui les autres sont en train d'affluer maintenant. Voilà, ça a été un discours extraordinaire. Et le chef de l'État a donné de l'espoir, a donné de la possibilité de croire en une République démocratique du Congo qui soit à même de pouvoir aux besoins de ses citoyens, et ça c'est extraordinaire. Autre chose, la classe politique congolaise reste divisée autour de la question liée à la Constitution. Pour Thierry Moussenepo, aucune disposition n'interdit aux Congolais de réfléchir. Suivez-le. Aujourd'hui, il faut savoir que le gouvernement est en train de travailler sur plusieurs tableaux, c'est-à-dire le tableau social, avec la détermination de garder le pouvoir d'achat des Congolais, de maintenir la monnaie nationale dans une bonne position par rapport à sa convertibilité, de renforcer notre armée et donc de donner aussi une meilleure possibilité aux institutions de fonctionner. D'où le souci qu'il y ait une réforme de notre loi fondamentale qui permettrait demain à ce que cette loi puisse soutenir les besoins de modernisation de nos institutions, d'où l'appel du chef de l'État à une réflexion de tous les Congolais qui pensent qu'ils peuvent apporter quelque chose pour que notre Constitution puisse soutenir les besoins qui sont les nôtres en termes de meilleure gouvernance, en termes de meilleure sécurité, en termes de meilleure intégration, mais aussi et surtout en termes de meilleure protection de notre territoire national. La motivation aujourd'hui du chef de l'État d'apporter une réforme à notre loi fondamentale
n'est pas lié à un besoin de devenir le roi de la République démocratique du Congo, mais c'est plutôt du fait qu'ayant géré le pays, il s'est rendu compte qu'il y a aujourd'hui des freins qui émanent du fait que notre constitution n'est plus adaptée aux besoins actuels de notre pays. D'où l'importance de pouvoir émanciper cette loi pour qu'elle soit à même de répondre à ces besoins de développement, de sécurité, mais aussi de protection sociale de nos populations. Les professeurs de l'UNILU rejoignent à leur tour le mouvement des crèves entamé à travers la République démocratique du Congo. Dans leur déclaration liée à Lubumbashi, les profs Vincent Kimba, président du comité des crises, confirment leur participation à ces combats pour l'amélioration sociale de leur profession. Il est au micro de Naomi Pila. Nous, professeurs de l'université de Lubumbashi, prenant en compte la situation générale du moment au sein de la Corporation des professeurs du Congo, regroupés dans différents syndicats régulièrement réunis pour plancher sur les conditions de vie et de travail des professeurs congolais sous la bannière du RAPICO. Considérant que dans le passé, l'association des professeurs de l'université de Lubumbashi a été une force qui a porté haut l'honneur, la crédibilité et la pugnacité des professeurs du Katanga. Considérant en outre le fait que la dynamique de succession à la tête de ces syndicats n'a pas toujours obéi à l'éthique et à la procédure prévue par ces textes, faisant que ces dernières années, les professeurs de l'université de Lubumbashi ont toujours bénéficié des fruits des combats des autres, en même temps qu'en définitive, l'absence des professeurs de Lubumbashi au front du combat mené au plan national face au gouvernement a fini par laisser les autres les qualifier des faux professeurs, des professeurs de campagne, des professeurs indignes. Considérant le fait que les autorités de notre alma mater ne ménagent aucun effort pour porter haut l'étendard de l'université de Lubumbashi et que donc donner une mauvaise image du professeur de cette université équivaut à anéantir les efforts de nos dirigeants. Le dit au sommaire, la Commission électorale nationale indépendante a procédé ce vendredi 13 décembre à la réouverture officielle du centre électoral Bossolo installé au quartier Kingabwa dans la commune de Limete. Ce centre restera ouvert jusqu'à la publication des résultats provisoires des élections législatives nationales et provinciales programmées dans les circonscriptions de Maïndombe et Yakoma, respectivement dans les sud et nord-ouest du pays. Pour le président de la CENI, Denis Kadimon, ces centres visent à informer les électeurs en temps réel et dissiper tout soupçon et malentendu des résultats électoraux. Les reportages d'Esther Amissi. Après la coupe symbolique de ruban marquant la relance des activités du centre, Denis Kadima Kazadi a exprimé sa satisfaction quant à l'évolution du processus électoral en cours. Il a également salué les infrastructures modernes du centre Bossolo conçues pour renforcer la transparence et l'efficacité de la gouvernance électorale. Le président de la CENI a également souligné l'importance de répondre à l'exigence légale de publier les résultats électoraux bureau de vote par bureau de vote, une étape clé pour garantir la transparence. La réouverture de ce centre est le signe que la CENI est réellement engagée à organiser des élections ou des scrutins dont les résultats pourraient être suivis par tout l'électorat, par tous les Congolais et toutes les autres parties intéressées et de la façon la plus transparente possible. Vous savez que l'un des reproches qui avait toujours été formulé contre la CENI, c'était le fait que les résultats étaient publiés
sans donner les détails et ce n'était pas toujours dans les délais requis. Mais avec la technologie que nous avons, nous tenons justement à rassurer les lecteurs et à assurer une plus grande transparence du processus. Auparavant, Madame Sylvie Birembano Baloumé, questeur adjointe en charge de la logistique, a présenté les spécificités de cet espace multifonctionnel d'une capacité de 500 places assises érigé sur une structure métallique de 500 mètres de long et 30 mètres de large, soit 1500 mètres carrés. Le centre est équipé de 5 entrées reparties de part et d'autre du bâtiment, une climatisation industrielle alimentée par 6 groupes moteurs, un éclairage optimal, une salle de réunion, une salle dédiée à la presse dotée d'un studio radio et télévision, un écran géant, un rétro-écran et 2 projecteurs de grande taille. Ces infrastructures répondent également à de besoins logistiques variés, qu'il s'agisse d'organiser des rencontres avec les parties prenantes ou des sessions de formation des agents électoraux de premier niveau. La visite guidée des lieux a permis aux invités d'apprécier l'ensemble des caractéristiques du centre Bossolo, véritable outil au service de la transparence et de la modernisation électorale en République démocratique du Congo. Et puis la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique Noéla Ayenga-Nakato est sous la pression d'un collectif de jeunes leaders qui exigent son départ. Ces jeunes reprochent au ministre de la Jeunesse beaucoup d'effets dont la gestion qu'il qualifie morose et alarmante au sein de ses ministères. Les détails en images. Nous tenons rigueur à Madame Noéla, ministre de la Jeunesse, de son manque de programme et de son manque de vision. Vous constaterez effectivement que depuis qu'elle est là, elle manque de vision, elle manque de programme en tant que ministre de la Jeunesse. À cela s'ajoute effectivement le manque de soutien aux initiatives de jeunes. Ce qui sous-entend aujourd'hui, par exemple, Madame Noéla est partout, sauf là où on l'attend. Vous la trouverez dans des conférences, vous la trouverez en train de recevoir les portraits, alors qu'en réalité, elle devrait s'investir pour soutenir les initiatives de jeunes. Et même si on revient aujourd'hui sur ce qu'elle a fait, on vous parlera de la table ronde. Alors, quelle est la conclusion de cette table ronde? Alors qu'en réalité, cette table ronde devrait regorger toutes les provinces. Malheureusement, elle ne s'est concentrée qu'à Kinshasa. Nous ne sommes pas là pour combattre la personne de Mme Noéla. Mais nous nous battons contre l'inaction de Mme la ministre de la Jeunesse. Nous nous battons contre l'incompétence de Mme la ministre de la Jeunesse. Nous avons constaté depuis qu'elle est là, la jeunesse est totalement dans l'oubli. Nous sommes jetés dans les oubliettes. Dans son secteur, c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice qui interviennent pour donner l'ordre, qui interviennent pour mettre de l'ordre là où elle est censée le faire. Parce que c'était la jeunesse. Le ministre de l'Intérieur, qui est le patron de la politique criminelle, s'invite à une question qui concerne la jeunesse. Le ministre de la Justice, qui est le politique de la patronne judiciaire, ah oui, certainement, il avait sa part de responsabilité, mais dans un premier temps, c'était elle qui devrait venir en premier pour enfin encadrer ce jeune. On ne pouvait pas arriver là où nous sommes arrivés aujourd'hui. Aujourd'hui, le taux de la criminalité augmente de jour au jour à Kinshasa et partout au Congo ailleurs. C'est parce que la jeunesse n'est pas encadrée. Pour terminer, le président de l'entente provinciale des football de Kinshasa, géniteur du centre des formations Oudjana, Alain Imbala, réagit sur la liste des Léopards Chan en provision de la double confrontation à des éliminatoires de cet championnat et demande par ailleurs d'accorder la chance aux sélectionneurs pour faire un bon travail. Suivez. Règle, vous n'avez pas de résultat. Donc, mettez cette équipe dans les conditions de pouvoir s'entraîner. Mais on est déjà en retard parce qu'on est à 2 semaines du match. C'est le sélectionneur qui fait sa sélection. Et je pense que vous avez cité Bola Lobota Emmanuel, que je connais très bien, parce qu'il est passé par Oudjana. Il y a un sélectionneur qui est là et qui fait sa sélection. Et qui est le seul qui connaît la raison pourquoi il n'a pas pris le meilleur buteur. Peut-être que le meilleur buteur, ces jours-ci, n'est pas en forme. Je ne sais pas. Je dis ça comme ça. Donc, je crois qu'à partir du moment où nous avons un sélectionneur
il faut lui laisser la responsabilité de composer sa sélection. Sinon, pourquoi a-t-il été nommé sélectionneur? Donc c'est à lui que revient la responsabilité de sélectionner. Et donc, s'il n'a pas pris le meilleur buteur du championnat, il a ses raisons. Mersey Ngimbi. Vous citez des anciens joueurs de l'AC Oudjana. Est-ce que Mersey Ngimbi joue? Est-ce que Mersey Ngimbi est titulaire au tout-puissant Mazembe? Je vous pose la question. Il n'y a pas Mersey Ngimbi, mais il y a Ernest Luzolo, qui est aussi un ancien de l'AC Oudjana, qui lui fait partie de cette sélection. Donc en ce qui concerne Mersey Ngimbi, il y a plusieurs semaines, il était encore blessé. En tout cas, il se remettait d'une blessure, donc je pense que c'est la raison pour laquelle il n'est pas dans cette sélection, bien que ce soit un très bon joueur, évidemment. Donc voilà, je pense que le choix des joueurs qui vont représenter, c'est l'apanage du sélectionneur. C'est par cet élément que nous mettons un terme à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.